Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez avec qui je suis aujourd'hui. Avec Monsieur Amoussou Bertrand. Salut Comment Anthony. ça va Bertrand? Super Anthony, merci de me recevoir. Mais avec plaisir et merci à toi de m'accueillir. Et avec Majoub Jaradi. Merci les gars. Donc Bertrand, est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es? Parce que tu es modeste, mais est-ce que tu peux nous rappeler brièvement ce que tu as fait? Ouais, voilà, je suis un artiste martial, comme j'aime bien me définir. Je dis ça parce que j'aime les arts martiaux en général, ce qui explique également la carrière que j'ai eue. Donc j'ai commencé par le judo. J'étais en équipe de France de judo pendant 10 ans. Donc j'étais champion de France, j'étais médaillé européen, champion d'Europe par équipe. Plus d'autres. Voilà, donc j'ai eu une bonne carrière en judo. Ensuite, je suis passé au jiu-jitsu. Mais le jiu-jitsu pas le jiu-jitsu brésilien. Quand on dit jiu-jitsu, il y a le jiu-jitsu brésilien, jiu-jitsu, et il y a le jiu-jitsu qu'on appelle vulgairement traditionnel, mais de la Fédération internationale de jiu-jitsu, avec plusieurs disciplines. Il y avait le fighting system, donc c'était une forme de combat où on faisait un mélange de karaté, de judo et de sol de newaza, mais qui s'apparentait au JJB en effet. Mais il y avait en plus la partie de percussion comme au karaté et projection du judo. Il y a ce qu'on appelle le duo system, qui est une espèce d'exercice qui ressemble à une démonstration, où il y a des attaques qui sont imposées, il faut proposer des réponses. Donc ça, c'est la partie duo system. Et aujourd'hui, la partie newaza. Donc moi, j'ai été champion du monde 3 fois en Jiu-Jitsu Fighting System, donc 3 fois champion du monde, champion d'Europe, j'ai gagné les Jeux mondiaux. Et voilà, j'étais vaincu en 4 ans. Et puis j'ai entraîné l'équipe de France de Jiu-Jitsu pendant 3 ans. Voilà. Et c'est dans cette période Jiu-Jitsu que j'ai découvert ce qui allait devenir ce que j'allais faire pendant plus de 20 ans, le MMA. Mais à l'époque, on n'avait pas le MMA. J'ai été invité à combattre au Maracanazinho de Rio de Janeiro en 95, où j'ai participé au premier Vale Tudo international. Voilà, ça a été un choc parce que 95, il y avait les premiers UFC qui étaient passés depuis pas très longtemps et qui n'avaient pas Internet. Et du coup, tu te retrouves en kimono dans un ring Maracanazinho avec des Brésiliens fous furieux, assoiffés de combat. Et j'ai pris une branlée. Ça a été magnifique. Mais je dis ça a été magnifique parce que tu sais, quand tu es censé être fort en sport de combat, moi j'étais très fort en judo. Et puis j'avais un titre de champion du monde en jiu-jitsu sur la base de mon judo, il faut l'avouer, même si j'avais une petite notion de karaté, mais c'est mon judo qui m'a amené à gagner ce titre. Mais j'avais l'impression que j'étais fort en sport de combat. Et donc quand j'ai été invité à faire ce Vale Tudo, je savais pas ce que c'était moi, Vale Tudo. Tu vois, on s'était passé en effet des cassettes des premiers UFC, mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai voulu y aller, parce que je voulais savoir ce que c'était quoi. Je me suis dit, il y a un nouveau sport de combat, personne ne sait ce que c'est. Apparemment, bon, on voit des cassettes, mais T'avais vu tu mais vois pas sur testé place. encore. Pas testé. Et puis c'était. Et même ce qu'on voyait, aujourd'hui c'est une évidence, ça paraît bizarre de raconter ça aujourd'hui, mais ce qu'on voyait, quand tu regardais et même d'ailleurs quand j'ai regardé Royce Gracie gagner les premiers UFC, tu te dis, mais je peux le faire ça. Tu vois un mec en kimono qui va au sol et qui fait des étirements et des clés de bras, tu dis que tu maîtrises ça parce que tu es judoka, tu vois. Parce que tu ne perçois pas on percevait pas le JJB comme aujourd'hui on sait ce que c'est. Mais à l'époque, pour nous, c'était nous judoka, c'était un mec qui faisait du judo au sol, tu vois. Et on ne percevait pas la finesse du travail. Et donc tu dis, bah ça, c'est ce qu'il vient de faire, je le fais. Et puis en plus, debout, il a pas l'air. Franchement, je vais le prendre, je vais lui mettre un mouroté sur la tête, je vais finir par le jugatame. Et puis en fait, quand tu es sur place, tu te rends compte que ça n'a rien à voir, quoi. Tu te rends compte que c'est. Waouh, tu te dis. Moi, j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien là-bas. J'ai rencontré Renzo Grassi qui est venu me voir pendant la conférence de presse. Je savais pas qui c'était. Pour moi, c'est juste un Brésilien qui vient me taper sur l'épaule pour dire ah, t'es français, j'aime bien la France, tu veux que je te fasse visiter? Moi, je dis ah, il est sympa le Brésilien. Je fais ok. Donc le lendemain, il me donne rendez-vous, je vais au rendez-vous. Et puis là, il me dit je suis Renzo Grassi. Et moi, je connaissais juste Renzo Grassi parce que le vainqueur du Vale Tudo, c'était un tournoi, devait rencontrer Rickson Grassi. Et je savais que Rickson Grassi, c'était le frère du mec qui avait gagné le premier UFC, j'avais vu les cassettes. Tu vois, donc c'est. Bref, donc je vais dans son club, et là je découvre en effet que au Brésil, le jiu-jitsu est un sport qui compte, alors qu'ici, à la Fédé du judo, qu'on appelle le jiu-jitsu, c'est un sport pour les vieux, tu vois.
Et quand je suis rentré, d'ailleurs, je fais, mais vous savez qu'au Brésil, ils font du jiu-jitsu, ils font du sol. À l'époque, personne ne croyait. Quand je suis rentré en 95 pour dire, et je suis allé dans un cours de jiu-jitsu, et il y a des mecs qui font que ça, ils travaillent au sol, ils sont super forts. On m'a pris pour un mémé, de quoi tu racontes? Ils font du Newaza. Je fais, non, 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 ça s'appelle jiu-jitsu, brésilien jiu-jitsu, Gracie jiu-jitsu, j'ai essayé d'expliquer mais personne n'a cru. C'est bon, c'est pas grave. Moi, j'ai commencé à bosser. Pendant que tout le monde me disait, oh, tu dis n'importe quoi. Et puis aujourd'hui, c'est l'évidence pour tout le monde. Mais voilà, donc c'est voilà. Donc je racontais que c'est ce qui m'a amené à faire ça. Et puis le deuxième gros événement pour moi, ça a été en effet le Pride. On en parlait tout à l'heure en off. J'ai été invité à combattre au Pride en 2004. J'ai signé pour 4 combats. Je devais rencontrer quatrième combat Yoshida. Et ça s'est jamais fait. J'ai fait un combat que j'ai gagné par KO. Et ça s'est jamais fait. J'avais 39 ans. Je pense que j'étais pas l'adversaire idéal pour les mecs, pour les jeunes qui étaient. Donc ce que je comprends, hein, moi j'aurais eu mon frère que je coachais à l'époque aurait dû rencontrer un mec de mon profil. J'aurais dit n'y va pas. Si tu gagnes c'est normal. Si tu perds ta carrière c'est pas top. Donc donc voilà. D'accord, donc ton frère Karl. Karl, oui. Ouais. D'accord. D'ailleurs, il devient quoi aujourd'hui? Il est en Suisse, il a un combat à la fin de la semaine. Donc j'espère qu'il va bien, parce qu'il combat bientôt. Parfait, parfait. Ben, merci beaucoup. Et là, tu fais quoi maintenant? Ben là, on est à la Fédé de judo. Donc aujourd'hui, je suis le directeur du développement du jiu-jitsu. D'accord. À la Fédé du judo, qu'on appelle également France Judo. Alors, le jiu-jitsu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est fait sur 2 volets. La partie fighting system qui est vraiment techniquement un mélange de karaté, de judo et de Newaza. Newaza, c'est le travail au sol, qui est un peu plus large que celui qu'on fait au judo, parce qu'on fait également des clés de jambes, comme en JB. Et la partie duo system, qui est plus la partie expression technique, réponse sur des attaques imposées. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on enseigne le jiu-jitsu à la Fédé de judo. Et moi, je suis en train de révolutionner un petit peu tout ça, en rajoutant une autre proposition qui va être un jiu-jitsu qui va être pour moi plus réaliste. Donc déjà avec 2 formes, une forme en kimono, une forme sans kimono, gi no gi, qu'on a l'habitude d'entendre en jiu-jitsu brésilien, grappling. Exactement. Donc je suis en train de ramener ça. J'ai écrit là une progression française, une progression de grade pour justement mettre ça en place. Avec donc une forme qui va être plus kickboxing, ça va plus te parler, kickboxing même en kimono, hein. Donc kickboxing, judo pour le coup en kimono et forme JJB au sol, et en no-gi on va être également sur du kickboxing, de la lutte et du grappling. D'accord. Donc voilà, donc une approche plus réaliste, plus moderne, on va dire, du jiu-jitsu. Donc voilà, donc j'ai écrit la progression française et je vais commencer les formations pour que à la rentrée 2023-2024 on puisse commencer l'enseignement de cette forme de jiu-jitsu. Et également pour les gamins. Parce qu'à la Fédé de judo, le jiu-jitsu on ne faisait pas le jiu-jitsu chez les moins de 12 ans. C'était à partir de 12 ans. Et là, je commence à amener également le jiu-jitsu à partir de 6 ans. Donc avec un développement spécifique pour prendre en compte ces catégories d'âge. D'accord. Et donc, est-ce que, excuse-moi le terme, est-ce que le but de la Fédération française de judo, c'est de concurrencer le grappling et le MMA? Alors, avec ces projets-là. Le but d'une fédération, c'est de développer ses membres. Donc aujourd'hui, c'est vrai que il y a ces sujets-là. Je suis la meilleure personne pour en parler. Moi, j'ai mis le terme éducatif derrière MMA il y a très très longtemps, lorsque pendant toutes ces années, je suis allé taper aux portes des ministères pour essayer de faire légaliser le MMA. Donc l'idée de développer un MMA qu'on puisse où monsieur et madame tout le monde puisse venir s'entraîner, ça c'était mon projet de base, parce que la compétition ne nous a pas attendu. Il a commencé par le haut niveau, c'est la pyramide inversée, tu vois. Donc en effet, moi en arrivant ici, la proposition de la FEDET de me faire venir sur ce sujet-là, c'est parce qu'ils savent que j'ai ce développement et que je peux amener cette capacité à aller chercher une clientèle qui ne viendrait pas forcément au jiu-jitsu ou au judo, et qui a envie de quelque chose d'un peu plus crédible en termes de combat, un peu plus global, un peu plus neuf, un peu plus plus dans l'air du temps. Et bien sûr, et avec cette capacité que j'ai eue pour le MMA, c'est ce que je vais amener au service du judo, mais du judo et de la fédé de judo. Mais ça reste en fait,
c'est assez marrant parce que là, je vais parler de mon expérience personnelle. Lorsque j'ai commencé à donner des cours de Jiu-Jitsu Nogi dans mon club de pavillon Souwa, donc s'il y en a qui regardent, qui sont de pavillon, ils vont s'en rappeler. Ils vont dire, ah ben oui, c'est vrai que c'est exactement ça. Et j'appelais ça Jiu-Jitsu sans kimono. Parce que le terme MMA n'existait pas en fait. Il y en a qui disaient combat libre, il y en a qui disaient free fight. Et moi, je disais Jiu-Jitsu, donc c'était un cours de Jiu-Jitsu. Et quand j'ai dû me préparer pour mon combat au Pride, j'ai dû faire du Jiu-Jitsu sans kimono, puisqu'il n'y avait pas de kimono. D'accord. Et donc, pour la préparation de mon combat, je me suis préparé avec mes élèves. Je disais un cours de Jiu-Jitsu en kimono, parce que je voulais le maintenir pour que mes élèves continuent à faire du judo, avec la partie de projection. Et un cours de Jiu-Jitsu sans kimono, parce que ça correspondait à ce que j'avais besoin de pratiquer pour me préparer. Et j'ai d'ailleurs commencé avant mon combat, parce que j'ai commencé quand je suis rentré des États-Unis en 2002. Et je disais Jiu-Jitsu en kimono, Jiu-Jitsu sans kimono. Et quand je disais Jiu-Jitsu en kimono, j'avais 10-15 élèves, et quand c'était sans kimono, ils étaient 60. Et donc un jour, j'ai dit, les gars, si vous voulez plus faire de kimono, il faut me le dire. Et voilà, donc le combat est arrivé. Alors bizarrement, le combat est arrivé à peu près à ce moment-là. Et donc on a privilégié le sans kimono, parce que moi, pendant 3 mois, j'avais besoin de me préparer spécifiquement pour être opérationnel pour le Pride, et c'est le sans kimono qui est resté. Et puis et ce cours est devenu un cours de MMA. Lorsque le moment est arrivé, on a changé Jiu-Jitsu sans kimono à MMA. Et tu vois, là, je suis en train de revenir à ce truc-là, et on pourrait croire que je suis en train de vouloir faire du MMA, alors que c'était déjà à l'époque, en tout cas en ce qui me concerne, et dans les faits, dans la pratique, un Jiu-Jitsu sans kimono, tu vois, qui s'est transformé en MMA, et pas l'inverse. Tu vois, c'est assez paradoxal. D'accord. Merci pour tout ça. Et hormis Cyril Diabaté et toi, il y a qui a vraiment œuvré pour la légalisation du MMA en France? Fernand Lopez, peut-être? Alors ça, c'est une question un peu, pas comment dire, c'est assez compliqué de répondre, parce que tout le monde a œuvré, il y a plein de gens qui ont œuvré à différents niveaux. Tu vois, quand tu dis œuvrer, ça veut dire quoi, œuvrer? Tu vois, parce qu'il y a plein de combattants qui disent, oui, pour moi, je considère que quelqu'un qui... je vais répondre, hein, je comprends ta question, mais je vais la préciser un petit peu plus, parce que les combattants français qui pendant toutes ces années ont combattu à l'étranger, et qui ont porté les couleurs de la France, est-ce qu'ils ont œuvré à la légalisation? Les gens qui ont répondu à une interview ou 2 interviews, est-ce qu'ils ont œuvré pour la légalisation? Tu vois, on peut considérer que oui, certains peuvent considérer que non, mais en effet, ils ont fait quelque chose, il s'est passé quelque chose. Après, il faut savoir où est-ce que ça s'est joué. Est-ce que on sait que la légalisation d'une discipline, c'est pas au milieu d'une cage que ça se passe dans les bureaux du ministère des Sports. Et que monsieur ou madame, je sais pas qui, combat au Japon, en Russie, aux États-Unis, qui gagne ou qui perd, ils s'en moquent un petit peu. Et ça, je l'ai vécu. Est-ce que ça vous donne pas justement du crédit et de la crédibilité pour appuyer auprès du ministère? Ben non, parce que moi je l'ai vécu. C'est que la seule question, en tout cas la réponse qu'ils attendaient, c'est si moi mon enfant il va faire du MMA, est-ce qu'il peut s'entraîner dans les bonnes conditions? J'entends bien que vous avez des champions français qui font ci et ça, mais ça ne règle pas le problème de savoir est-ce que si demain on légalise le MMA et qu'on ouvre des clubs partout, est-ce qu'ils seront en sécurité dans les clubs pour s'entraîner? De savoir qu'il y a un champion qui combat en Russie ou truc, ça répond pas à cette question-là. Et c'est à cette question-là qu'il fallait répondre, et qu'il fallait apporter des réponses. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le système de grade pour les MMA. Parce que avant, lorsque j'avais ces questions-là, je ne savais pas leur répondre. Je disais, oui, parce que nous on fait des formations. Oui, très bien, vous faites des formations, mais déjà elles sont pas, et c'est un petit peu les chiens qui se mordent la queue. Elles sont pas reconnues. Je dis, oui, mais c'est à vous de les reconnaître, les formations. Oui, mais le sport est trop neuf pour l'instant. Et aujourd'hui, tout ce qu'on voit du MMA, lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ce qu'on voit, c'est des mecs qui se mettent des coups de coude dans la bouche, et du sang, et des gens qui frappent. Tu vois. Et toi, quand t'as ça, tu dis, ouais, je comprends, mais c'est pas que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis MMA éducatif, pour essayer d'expliquer qu'il y avait une autre forme de MMA que la compétition. Donc quand j'ai commencé à mettre ça, ok, on fait des formations. Ok, très bien. Vous avez formé combien de personnes? Quel est leur cursus? Quel est le cursus de formation?
Tu vois, et là, en effet, voilà. Là, tu commences à rentrer dans les sujets. Et comment ils évoluent. J'avais pas de réponse. Créer le système de grade. Donc après plus d'un an de travail, voilà, il y a un système de grade. Comme au judo, on passe les ceintures. Voilà, pour être ceinture jaune, il faut apprendre telle technique. Ah d'accord. Et là, on commence à rentrer dans le truc où on leur met dans la tête que, en effet, le MMA peut être enseigné comme n'importe quel autre sport. Et du coup, en voyant un système de grade avec des ceintures de couleur qu'on comprend pour des débutants ou des jeunes initiés, on se dit, ah ouais, il peut y avoir un travail évolutif. Et là, on commence à comprendre que c'est plus seulement des coups de coude et des coups de genoux dans la bouche. Et quand tu expliques, non, ça c'est les pros. Et je disais, c'est comme la Formule 1. Vous prenez la Formule 1, on a tous le permis ici. Quand on est tous des adultes, normalement, pratiquement tout le monde a son permis. Chacun de nous, on rentre dans une Formule 1, on prend un virage à 300 km/h, on est mort. Par contre, on a tous notre permis, on prend notre voiture, on sait conduire, et il y a des règles, on suit les règles de la route, et on arrive tranquillement au boulot, on rentre tranquillement chez soi. Voilà, et bien c'est la même chose. Donc la Formule 1, c'est des personnes qui savent conduire, qui sont des experts de la conduite, et qui conduisent dans un cadre très spécifique. Et bien ça, c'est les pros de MMA. Nous autres, on apprend à conduire, on a notre permis de conduire, et on peut prendre la voiture, mais on ne l'utilise pas de la même façon. Voilà, ça, c'est les pratiquants de MMA. Donc une fois que tu expliques les choses comme ça, ils commencent à avoir une vision un petit peu différente, et là tu rentres, voilà, et c'est beaucoup plus ouvert. Voilà. Donc voilà le travail qu'il y a. Et après, une fois que tu as dit ça, c'est pas fini. Parce que malgré tout, il y a quand même le président à l'époque de la Fédé de judo ici, qui nous a bien mis les bâtons dans les roues. J'allais en parler. J'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas eu J'allais dire, est-ce qu'il n'y a pas eu des pressions, notamment de la fédération de judo? Bien sûr, des pressions énormes, mais bien sûr. Je ne vais pas raconter ici tout ce qui s'est passé, mais bien sûr qu'il y a des pressions énormes. Je les ai vécues en direct. Donc bien entendu. Mais voilà, j'ai toujours expliqué que le MMA, c'est pas un phénomène de mode, comme certains ont voulu le faire croire. C'est pas un phénomène de mode. C'est quelque chose qui va s'installer en France, parce qu'il y a une demande et ça correspond à une attente. Donc c'est pas quelque chose qui arrive comme ça et qui va disparaître. Donc on peut faire ce qu'on veut, on peut le freiner, on peut ne pas vouloir qu'il arrive parce qu'il est déjà là de toute façon. Et c'est comme un rouleau compresseur. Wow. Ça va avancer doucement, mais sûrement. Et donc, soit on fait semblant de ne pas voir ce qui se passe et les gens vont de toute façon s'entraîner. Et si vous nous empêchez de travailler, eh ben ils vont s'entraîner dans des clubs où ils vont aller faire des combats clandestins, ils vont faire tout ce dont vous avez peur, ça va arriver parce que vous ne voulez pas le légaliser. Par contre, si vous le légalisez, voilà, on va pouvoir, nous les spécialistes, le prendre en charge, faire des formations et que les mecs, au lieu d'aller trouver des salles vides ou des salles où c'est marqué interdit de faire du MMA, et ben là, il y aura un prof de MMA qui sera en capacité de pouvoir les accueillir parce qu'il aura une formation. Et là, on pourra accueillir les publics et puis pratiquer le MMA comme on pratique n'importe quelle autre discipline. D'accord. Et alors, j'ai une question. Si je dis pas de bêtises, actuellement, le MMA est encadré par la Fédération française de boxe. Toi, pourquoi tu n'es pas dans cette fédération et pourquoi tu es à la Fédé de judo? La Fédération de boxe n'est pas venue me chercher, la Fédé de judo est venue me chercher. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais bon, je suis à la Fédération internationale de MMA, donc d'accord. Je suis toujours directeur à la Fédé internationale. J'ai été président de la Fédé internationale de 2013 à 2015, donc j'ai toujours un œil sur le MMA. D'accord. Ça marche. Et donc, pour revenir à ta question, donc en effet, moi, comme tu sais probablement, j'avais créé à l'époque la commission nationale de MMA, ça c'était en 2008, CNMA, Commission nationale de MMA, qui est devenue CFMMA en 2012, lorsqu'on est passé sous la fédération internationale. Il fallait qu'il y ait le nom du pays, donc Commission française de MMA. Et à l'époque, Lopez était mon vice-président, j'étais le président fondateur, Lopez était vice-président. Et on a travaillé pendant plusieurs années ensemble pour sensibiliser le public et les instances sur le MMA avec des opérations comme le Beach Tour par exemple. Ça c'était un truc qui était assez exceptionnel parce que l'idée c'était de se dire on va pas venir nous chercher, on va pas venir nous taper dans les salles, enfin, en tout cas les autorités vont pas venir taper à nos salles pour voir comment on s'entraîne. Et bien nous on va montrer le MMA ce que c'est. Donc on va aller sur les plages. Et éventuellement, ça c'était moi, je me disais, imagine, il y a un ministre qui est là, il y a son gamin qui vient sur la plage, il fait tiens, il y a la musique là-bas, il y a un ring, c'est quoi? Et qui vient, et ben, une fois qu'il aura fait un cours de MMA, voilà, son père ou sa mère qui est ministre des sports ou ministre de je sais pas quoi, ne pourra voir que le MMA du bon oeil, quoi. Donc c'était ça, c'était montrer
Donc on investissait les plages, on mettait notre tapis, on mettait le ring gonflable, on avait une ring gonflable hexagonale, la sono, la musique, et puis on animait. Et puis c'était un carton. Les gamins voulaient plus se baigner en fait. Ils passaient toute l'après-midi avec nous. Ils n'arrêtaient pas de repasser. Ils faisaient la queue, ils repassaient. Ils leur disaient allez, allô. Ils restaient avec nous. Les parents, ils avaient la banane jusqu'à là. C'était extraordinaire. On a fait ça pendant 3 ans. Et puis ensuite, on a commencé avec les premiers championnats du monde amateurs. Et l'argent qu'on utilisait pour les beach tours, on l'a mis pour que les gamins puissent aller combattre au championnat du monde à Las Vegas à l'époque. Voilà. Donc mais ça a été une aventure extraordinaire. Et Lopez a fait partie de cette tournée-là aussi. D'accord. Avec Mathieu Nicourt, avec Enoch Kefa, voilà. Ça marche. Je l'oublie, ouais. Mais ça a été un super moment. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a un abonné de la chaîne YouTube qui a posé une question. Il m'a écrit en privé pour me demander. Il m'a dit, en combat, est-ce que si tu as un adversaire qui pèse, admettons, 20 kilos de plus que toi, ouais. Bon, il sera normalement plus puissant, mais si toi, tu es très technique, est-ce que tu penses que tu auras toujours du mal à le battre ou pas? Ben déjà, c'est pas possible, il y a des catégories de poids. Il y a des catégories de poids. Donc ça pouvait arriver à l'époque du Pride, mais aujourd'hui ça n'arrive pas. Ou à l'époque quand j'ai commencé, Valais-Toulouse à l'époque il n'y avait pas de catégorie de poids. Mais voilà, donc ça c'est la partie réglementaire. Mais maintenant si tu combats contre quelqu'un qui est plus lourd, oui, ça dépend. C'est toujours une question de qui contre qui. C'est pas une question de quoi contre quoi, c'est qui contre qui. Quand je dis qui, c'est la capacité, le background de la personne. Tu mets quelqu'un qui fait tu mets moi contre quelqu'un qui fait 50 kilos de plus et qui sait pas combattre, il peut rien faire. Non, c'est pas une question de poids. Il va faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et même quelqu'un de beaucoup plus léger que moi, qui connaît les arts martiaux, qui est un combattant, quelqu'un qui a 20-30 kilos de plus, il va se ramener au sol, il va taper comme tout le monde, il peut rien faire. Maintenant, tu peux quelqu'un qui a 20 kilos de plus et qui est un spécialiste aussi. Ça va être compliqué. Là, bah oui, à niveau égal, le poids va jouer. Tu vois, c'est ça. À niveau égal, le poids va jouer. Après sur le MMA, il y a la partie stratégique par rapport au background. Tu vois, s'il est plus sol. Mais aujourd'hui, les niveaux commencent à. Tu vois, comme tout le monde commence à avoir un niveau équivalent. Ma génération, on venait avec un background et on était ou striker ou grappler, tu vois. Et c'était à chacun d'essayer de compléter sa formation en s'entraînant là où ça manquait. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, les gamins, ils commencent par le MMA. C'est un sport avec lequel on commence aujourd'hui. Là, les nouvelles générations, ils commencent à faire du MMA. Nous, à l'époque, ça n'existait pas, le MMA. Donc, chacun commençait avec son sport et puis il allait faire un combat de MMA. Aujourd'hui, c'est un sport à part entière qui est inscrit dans la liste. Dans les villes, il y a du judo et du karaté, il y a du MMA maintenant. Avant, ça n'existait pas. D'accord. Donc, c'est plus ça. La réponse, c'est plus qui contre qui, quel niveau contre quel niveau, et après, quelle est la stratégie pour. Tu vois, si c'est quelqu'un qui est plutôt un grappleur, qui sait faire du grappling ou amener au sol, ou du JJB, il va passer ses touchés, il va l'attraper, il va amener au sol, et s'il est technique au sol, il va le manger. C'est très bien que 20 kilos, ça change rien. Tu peux étrangler par quelqu'un qui fait même 30 kilos de moins que toi, tu te fais étrangler, tu vois. Maintenant, si tu as un mec qui a 20 kilos de plus et que tu veux boxer avec lui et que le mec il te touche, c'est 20 kilos dans la gueule de plus, quoi. Ça fait mal. Donc, tu vois. C'est sûr. Donc voilà, il n'y a pas une réponse donnée, mais il y a des différentes situations. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Alors, tu sais, l'autre jour au téléphone, je t'avais demandé, est-ce qu'on pourra montrer certaines techniques de judo et de MMA? Oui. Donc, dans un dojo ou dans une cage ou sur un ring et voir comment tu les places. Et comment est-ce que tu placerais ces techniques-là dans la rue? Et tu m'avais donné une bonne réponse et tu m'avais dit, si tu veux... enfin, c'est ma réponse. Oui. Elle était très intéressante et pertinente, donc je te laisse argumenter. Ouais. Oui, moi j'ai une vision un petit peu spéciale de tout ce qu'on appelle self-défense. Tu vois, la self-défense, c'est quelque chose. Enfin, le travail dans la rue, c'est très particulier. La rue, c'est pas des situations. Déjà, on n'est pas j'ai toujours l'impression, lorsque je vois toutes ces vidéos, que dès que tu vas sortir, tu vas te faire agresser. Tu vois, j'ai l'impression que il faut savoir se défendre parce que dehors c'est chaud. Tu vois, dehors c'est pas chaud du tout. Malheureusement, il arrive des choses, mais on n'est pas
On n'est pas en temps de guerre, on n'est pas, Dieu merci, tout va bien. Tu vois, on sort, on n'est pas en train de regarder partout si on va se faire agresser. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a beaucoup j'allais dire sport de combat, mais c'est pas des sports de combat, de discipline, de self-défense, d'autodéfense ou de défense personnelle, qui demandent des choses. C'est impossible de les faire. En termes de, tu fais ça, tu vas en prison pour 30 ans. Tu vois, on sort complètement du cadre légal de la légitime défense. Et pourtant, c'est des disciplines que j'adore. Hein. Le penchak silat, j'adore vraiment. Pour moi, c'est des disciplines les plus spectaculaires et les plus efficaces. Mais en temps de guerre, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un, il en veut à ta vie, il a pas d'arme ou un couteau, tu vois. Là, oui, mais le mec, il prend ton portefeuille, tu peux pas aller faire ce qu'on te montre en cours. Tu vas en tôle pour acte de barbarie et tu vois. Pareil, au Krav Maga, ils te montrent des trucs, tu peux pas faire ça. Voilà, donc c'est ça la chose. Et ensuite, tout ce qu'on t'apprend, bah, tu peux avoir 10 ans d'expertise, de pratique d'une discipline comme ça, et être en situation où on va vouloir te voler ton portefeuille, j'en sais rien. Une situation d'agression, et tout d'un coup ne plus savoir quoi faire, parce que c'est une situation qui est complètement différente, qu'on ne maîtrise pas. Tu vois, le stress que ça peut t'amener, c'est pas le même stress que la compétition. La compétition, c'est un stress qui est préparé. La compétition, je sais exactement à quand je vais le rencontrer, à quel moment je me prépare pour ça. Donc c'est hyper stressant. T'es combattant, tu sais très bien que ça amène un stress de dingue. Mais je sais ce qui va se passer. Ça fait 3 mois que je me prépare pour ce stress-là. Donc je suis pas pris à défaut. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il peut me faire, je le sais. Dans la rue, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas d'où ça va venir. Je sais pas combien ils vont être. Je sais pas ce que je risque de prendre dans la tête. Donc voilà. Donc il n'y a rien à part apprendre à courir vite qui puisse me sauver d'une situation si elle doit vraiment arriver. Tu vois, donc dès que je vois les mecs avec de défense au couteau, défense au couteau, mort au couteau, pas défense au couteau. Il n'y a pas de défense au couteau, tu vas prendre un coup de schlass par n'importe qui. Même une nana qui est truc, et tu fais comme ça, elle va te couper, et tu pries pour que ce soit pas une artère ou une veine qui te laisse sur le carreau. Tu vois, défense contre les coups de pistolet. Les mecs qui font des trucs. Ça, c'est un Krav Maga, ouais. Je crois qu'ils se rendent pas compte à quelle vitesse c'est par la balle, quoi. Tu vois, il y a un moment. Si tu es à distance courte, pardon, ça peut-être passer. Mais un mec qui veut te tirer dessus, il vient pas à distance courte. Ça, c'est personne. C'est pour ça qu'il y a un pistolet. C'est pour te tirer de loin. Le mec, il va pas venir ici. Ben oui. Si le gars est là et que toi, en plus, tu essaies de le dévier, peut-être qu'il n'avait pas l'intention de tirer et qu'en le bougeant, tu vas le faire tirer. C'est que dans les films. C'est que dans les films. Personne ne va s'approcher qu'à un pistolet. Il va s'approcher pour te tirer dessus. Vu que la balle est faite pour te tirer de loin. Ou alors le gars il s'y connaît pas, mais voilà, ou alors il a un truc factice et qui veut te faire flipper et qui veut, je sais pas. Mais tu sais, ça n'existe pas. Là où je te rejoins, moi j'ai grandi dans une cité sensible. Et la chose de l'expérience que j'ai vécue, parce que ça je l'ai vu, c'est des choses déjà premièrement ça vient très vite. On le voit pas. Un coup de pétard, exactement. Un coup de couteau, et le pire on s'y attend pas. Et on se dit ça peut pas nous arriver, mais pourtant ça nous arrive. C'est impossible de le préparer. C'est un exemple que j'avais donné aussi dans les émissions avec Sarah Production. Moi j'étais avec un ami à moi qui s'était fait agresser. Ouais. Donc il était revenu parce qu'il m'a dit qu'on le cherchait à plusieurs. Donc moi je lui ai dit viens on descend juste pour s'expliquer. Donc on est arrivé, puis on a vu les mecs arriver. Moi je pensais qu'ils allaient parler. Mais cette personne-là, elle était venue avec une deuxième personne. Et moi j'étais plus attentif aux personnes qui s'arrangeaient, qui discutaient de l'histoire. La deuxième personne qui était avec lui, elle a sorti un cutter, elle m'a tailladé le... Et je l'ai pas vu le coup. Et tu l'as même pas vu. Je l'ai même pas vu. Et là où tu disais, là où j'ai paniqué, c'est que j'ai tellement paniqué, c'est que je savais pas si c'était un coup de couteau dans la tête. D'ailleurs, j'ai la trace là. Ou c'était un coup de rasoir, voilà. J'ai paniqué à ce niveau-là. Et là, comme tu dis, c'est des circonstances, on n'est plus dans un combat. On sait pas ce qui va nous arriver, on sait quoi. Ça arrive d'un coup. J'en ai gardé des leçons néanmoins de ça. Maintenant, je suis beaucoup plus présent. Je regarde, je suis plus attentif aux mains des gens, surtout parce que c'est plus important. Voilà. Donc après c'est ça. Après c'est des gestes comme ça. Tu vois ce que tu veux dire, c'est exactement ça. C'est apprendre pour se préserver à adopter certaines attitudes. Tu vois, si tu vraiment t'es en effet dans des zones un peu plus sensibles. Voilà. Donc c'est pour ça que pour revenir à ta question,
moi, je me garde toujours de dire que si en situation d'agression, tu fais ci, ça. J'ai l'impression de raconter des conneries si je fais ça. Tu vois, donc oui, je saurais faire les choses. Mais je vais habiller ça de beaucoup de précautions, tu vois, avant de dire tu fais ça, tu vois, parce que des fois, tu feras sûrement jamais, tu vois. Et si tu veux y aller, retourne-toi, taille-toi. Et je peux même te dire que même psychologiquement, c'est ce que je fais aussi. Hein. Et je peux même te dire que même psychologiquement, ça m'a un peu atteint. Parce que j'ai toujours pensé, je m'étais dit, imaginons, ça aurait été un vrai couteau. Il m'aurait mis le couteau vraiment dans la tête. Je m'étais dit, mais j'aurais été mort. C'était il y a combien de temps ça, Mathieu? Il y a 4 ans. C'était au village en Tunisie. D'ailleurs, ma tante m'avait déconseillé de sortir, s'expliquer. Je lui ai dit, t'inquiète pas, t'attends, on va y aller, on va régler le problème. Bon, en fait, quand on est revenu, le problème, il était même empiré. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ça m'a trotté, même jusqu'à maintenant, ça me trotte dans la tête. Ouais, c'est très s'il m'aurait mis un couteau, si le coup, il aurait été dans la tête, j'étais mort. Tu vois, et pourtant, c'est un champion de, tu vois, donc c'est ça, c'est que tu peux pas, donc il faut faire attention à lorsque tu vends ce genre de discipline, au discours que tu as, tu vois. Prends-le comme une discipline, quelque chose qui, alors là où c'est très bien, là par contre, là où c'est excellent, c'est ce que ça te fait psychologiquement, tu vois. Le fait de pratiquer un sport de combat, de pratiquer peut-être un art martial, de self-défense, un truc comme ça, je sais pas comment l'appeler, de pratiquer l'exercice, ça te donne de la confiance, tu vois. Et cette confiance, elle est bénéfique parce que l'aura que tu dégages déjà te préserve peut te préserver de certains problèmes, tu vois, parce qu'on est des animaux, tu vois, quelqu'un qui veut t'agresser, il va toujours agresser la personne la plus faible, tu vois, la personne où ils sont comme des animaux, tu vois, tu vas pas agresser un doigt argenté, tu vois. Non, tu vas chercher le petit truc, la personne, la petite nana qui est pas confiance en elle, ou le mec qui baisse la tête, tu fais, attends, lui, je vais le faire chier. Tu vois, quelqu'un qui se tient droit, qui a confiance, il te regarde, tu vas dans les yeux, il va donner un regard, et tu vois. Alors après, il y a des situations différentes, mais ça, c'est l'attitude générale. Donc voilà, pour ça, c'est bien. Après, quand tu rentres trop dans la technique, tu fais ci, il fait ça, tu fais ci, il fait ça, tu fais ci, tu fais ça. Ça, c'est de la science-fiction. C'est sûr. Les arts martiaux nous apprennent aussi à survivre, c'est ça le plus important. Ouais. À se contrôler, à survivre. Ça aide en tout cas, ça ne sauve pas des vies, mais ça aide. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Je t'en prie, Anthony.